Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième webinaire de la matinée, de notre matinée des live sessions. Nous avons le plaisir d'accueillir Alexandra Desserre, présidente de l'agence Smart Industry, qui va aborder ce matin le sujet de l'humain et du management dans le secteur de l'industrie, et notamment via l'angle de la démarche de digitalisation. Alexandra, bienvenue avec nous. Bonjour, merci. Eh bien, c'est à vous. Très bien, merci beaucoup en tout cas de m'accueillir sur ces live sessions. Comme présenté, je suis Alexandra Desserre de l'agence Smart Industry. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous de l'humain au cœur de la digitalisation et plus particulièrement pourquoi la digitalisation est un levier interne pour réallouer les ressources humaines tout en créant de la valeur ajoutée et aussi en fidélisant des nouveaux talents. Donc c'est ce vers quoi j'ai envie de cibler ma présentation aujourd'hui. Je vais d'abord faire une toute petite présentation de l'agence pour que vous puissiez cibler notre mission et notre savoir-faire. Pour ma part, je suis donc Alexandra Desserre, je suis présidente de l'agence. L'agence a été créée en 2017. Nous sommes basés à Angoulême. Nous sommes actuellement 7, bientôt 8 dans l'agence, et donc notre siège se trouve à Angoulême. Notre mission, moi-même, j'ai été directrice d'un projet de digitalisation dans une industrie avant même de créer ma société. Et en menant ce projet qui a duré 3 ans chez cet industriel, je me suis rendu compte que le management d'un projet de digitalisation était un management de projet évidemment, mais de projet particulier qui était nouveau pour les équipes, nouveau pour les managers et nouveau pour les opérateurs qui intègrent les nouvelles solutions mises en place. Et ça méritait une vue globale et d'ensemble sur ce que peut représenter l'industrie 4.0. Et c'est pour ça que j'ai essayé de mettre en place un maillage autour de la productivité, de la qualité, de la traçabilité, mais aussi intégrer le DSI pour avoir une vision infrastructure, réseau, sécurité informatique, intégrer le lean management qui est énormément présent dans les sociétés actuellement, tout en connectant la machine à l'humain. Fort de ce postulat et de cette expérience que j'ai eue dans cette industrie, j'ai pu créer ma société pour aider les autres industries, parce que je me suis rendu compte que ce projet me passionnait et la mise en place d'un projet de digitalisation me passionnait. Et donc, au sein de l'agence, on définit 3 étapes, 3 grands jalons de mise en place d'un projet de digitalisation. Une analyse fonctionnelle et un diagnostic de l'existant, une implémentation d'une solution avec, si possible, une clé en main pour que les opérateurs et les managers puissent être accompagnés au mieux dans leur démarche, et une formation pour arriver à pérenniser le système et à être autonome. Nos 4 grands jalons de savoir-faire sont basés sur le conseil, évidemment, sur l'objectivité. On se doit et on veut être indépendant auprès des offreurs de solutions pour garantir une vision la plus objective possible auprès de l'industriel. Nous, notre vision des choses, c'est qu'on vient avant tout de l'industrie. Autant toutes les personnes qui sont dans l'agence viennent de l'industrie, et c'est pour ça qu'on veut garantir une vision la plus objective possible pour mettre en place une stratégie de digitalisation la plus pertinente. On assure évidemment des performances avec une management de projet en définissant des indicateurs et des KPI. Et on fait fonctionner un réseau. C'est pour ça aussi qu'on a à cœur de présenter et d'être moteur de ce genre d'événement. C'est que on essaye de définir des critères de mise en relation solution-industrie pour définir les meilleures solutions qui répondent à un besoin industriel en termes de digitalisation, bien évidemment. Si je reprends de manière très succincte les services, donc une analyse fonctionnelle avec une étude approfondie de l'intégralité des processus de 5 à 15 jours. Voilà, un objectif de définition évidemment de la digitalisation de l'ensemble des services, qualité, production, maintenance, ce qu'on a vu tout à l'heure. Un accompagnement industriel sur la durée généralement, entre 1 et 3 ans. On vient vraiment s'intégrer dans l'équipe projet industriel pour pérenniser un système. Et un accompagnement de l'équipe projet avec une formation à la clé puisqu'on est aussi formateur officiel et data docké.
Si maintenant on se penche sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui, donc l'effet positif de la digitalisation sur les ressources humaines, si je reprends les besoins, je dirais initiaux de pourquoi on se lance dans la digitalisation, ça va être simple, ça va être de la compétitivité, de la productivité, augmenter l'efficacité, être plus pertinent en termes de qualité, surtout quand on a en plus des normes à faire vivre et à optimiser. Et certainement lié, souvent lié à la qualité, la traçabilité. Généralement, c'est les besoins, ou en tout cas ce qu'on entend des industriels quand on les rencontre. Pourquoi ils veulent se lancer dans de la digitalisation opérationnelle? C'est pour répondre évidemment à des besoins. Et les besoins vont être j'ai envie de réduire mes non-valeurs ajoutées dans la société. Alors réduire les non-valeurs ajoutées, c'est pas se débarrasser des personnes, évidemment que non. Et c'est bien sûr tout ce qu'on ne relaie pas, puisque nous on part du principe que l'humain est au cœur de la digitalisation et qu'il faut amener, grâce à la digitalisation, une montée en compétences des opérateurs pour être plus compétitifs et plus productifs. Et donc, ça passe par la réduction des non-valeurs ajoutées de la société. Et c'est ce qu'on va venir regarder. Et puis, rendre plus efficient le traitement et l'historisation de la qualité, que ce soit par des normes, hein, comme on disait, EN 9100, ISO 9001 ou de l'agro 22000 par exemple, et aussi optimiser et historiser mieux la traçabilité qui peuvent être source d'énormément de traitements papier et donc d'énormément de temps auprès des opérateurs. Et finalement, si on se base sur un regard humain, finalement, ce genre de tâches, c'est ce qu'on appelle un petit peu en interne dans notre agence des tâches à non-valeur intellectuelle. Donc, c'est des tâches qu'on va être obligé de faire parce que pour du suivi et pour même parfois de manière légale, on est obligé de suivre ces données, donc des données qu'on va prendre en production, qu'on va prendre en qualité, en maintenance. Mais finalement, les traiter dans un système, donc les recopier, soit par papier, soit après par Excel ou sur un système type ERP, il n'y a pas grande valeur intellectuelle à le faire auprès de la personne qui le fait. Et c'est ça qu'on va essayer d'aller vérifier et de montrer que la digitalisation peut supprimer ces non-valeurs intellectuelles et pousser les personnes à aller analyser des données, à aller comprendre pourquoi on fait ça, à aller mettre en place des plans d'action. Et c'est là où on commence à rentrer déjà dans de la valeur intellectuelle, mais aussi dans de la valeur ajoutée. Le but, évidemment, c'est de faire comprendre à tous les maillons de la chaîne que historiser une donnée, c'est pas là qu'est la valeur. C'est comprendre pourquoi cette donnée-là et pouvoir établir un plan d'action derrière. C'est là où vous allez créer de la valeur et c'est là où vous allez être plus compétitif, plus productif et plus efficient demain. Les indicateurs de performance, évidemment, quand on parle de digitalisation opérationnelle, généralement, on parle de suivi de la production en temps réel, donc potentiellement pouvoir connecter des machines, pouvoir permettre à l'opérateur d'avoir en temps réel sa production, combien il a produit, quels sont ses temps d'arrêt. Faire monter en compétence les opérateurs sur cet aspect-là. Donc, l'opérateur ne subit plus les arrêts, mais est maître du renseignement de ces arrêts et des plans d'action qu'il va émettre derrière avec son équipe et sa hiérarchie potentiellement. Comme on disait tout à l'heure, diminuer les tâches à non-valeur ajoutée ou à valeur ajoutée nulle. Évidemment, un opérateur, si on reprend un cycle terrain classique d'un opérateur sur une machine ou même un opérateur qui fait une tâche manuelle, sa valeur ajoutée, c'est de créer quelque chose. Donc évidemment, créer un produit, piloter une machine pour arriver à un produit fini. Ça, c'est sa première tâche, on va dire, où on crée le plus de valeur. Et après, il faut comprendre qu'un opérateur sur le terrain, c'est lui qui va être le maître de l'intégralité des données et de l'intégralité des choses qui va se passer au cours de sa journée. Et c'est ça qu'on a envie de savoir, nous, évidemment, en tant que manager, en tant que superviseur de production, en tant que superviseur qualité aussi, maintenance. Quid du comment on arrive à récupérer ces informations-là pour être moteur de notre changement demain. Et c'est là où il faut recibler l'opérateur au centre de cette démarche-là, puisque lui demander de renseigner une information, évidemment, il va le faire. Mais pendant combien de temps il va le faire? Pendant combien de temps il va trouver un intérêt à le faire? Alors que si on essaye d'automatiser grâce à un système digital, automatiser ce renseignement de données-là, ça va lui permettre d'être plus autonome dans le traitement de niveau 1 du plan d'action et de pourquoi
pourquoi on arrive à cette panne-là, pourquoi on arrive à ce problème qualité-là. Et c'est ça qui va lui donner de la valeur, puisque c'est lui qui est sur le terrain tous les jours, et c'est lui qui va pouvoir vous définir plus précisément pendant combien de temps on l'a eu, est-ce que ce problème il est récurrent, et quelles seraient les actions de ce qu'il voit sur le terrain qu'il puisse effectuer, et pouvoir faire un point avec vous. Et là, on commence à rentrer vraiment dans de la valeur, puisque ça nous permet de gagner du temps et d'être plus près des tâches qu'on veut effectuer demain. De là, on peut évidemment faire des extractions, faire du suivi et de l'analyse de KPI et d'indicateurs. Ça, c'est évident. Et ça permet d'aller tout de suite vers où est-ce qu'est la donnée pour pouvoir l'analyser. Et plus déjà passer par un cycle d'historisation de données qui, là, encore une fois, nous fait perdre du temps. Et finalement, si je reprends la gamme un petit peu au-dessus de l'opérateur, où généralement, c'est des techniciens qui vont réceptionner les données que les opérateurs ont renseignées sur papier, par exemple. Même principe, cette personne-là qui est allouée à aller récupérer et être le garant des bonnes informations qu'on traite dans un système, c'est important et même primordial de le faire monter en compétence pour qu'il soit autonome sur la gestion d'un plan d'action, de l'analyse de données, de pilotage de ces indicateurs-là, et pas uniquement passer 80%, 90% de son temps à renseigner des données dans un système. Là, c'est pas là où est sa valeur. Et évidemment, rentrer dans un cycle d'amélioration continue. Alors là, j'ai mis de la production, mais c'est l'amélioration continue globale de la société, et ça permet d'être vecteur de ces plans d'action et d'être plus compétitif et plus pertinent demain. Quel est notre niveau de maturité digitale par rapport à ça ? Pour pouvoir piloter des humains dans un cycle de digitalisation, il faut pouvoir se positionner, nous, en tant que processus et en tant qu'infrastructure, dans une maturité digitale. De là, on va pouvoir mettre 3 grands types de maturité. Alors évidemment, là, je l'ai bien simplifié. Normalement, ça rentre dans une matrice bien plus complexe que vous pouvez trouver, par exemple, sur le site Alliance Usine du Futur. Donc, il va y avoir des grands fondements. La maturité digitale de niveau 1, ce qu'on va appeler de niveau 1, c'est la maturité organisationnelle. Est-ce qu'on a un ordonnancement, une planification ? Est-ce qu'on a des systèmes, je dirais entre gros guillemets, évidemment, basiques, type ERP, GMAO, du pilotage de processus et du pilotage opérationnel ? Ça va être le niveau 1. Comment on se situe par rapport à ça ? Est-ce que ce système est pertinent pour nous ? Est-ce qu'on le maîtrise ? À différentes échelles, évidemment. Est-ce que nos opérateurs le maîtrisent ? Est-ce que nos superviseurs le maîtrisent ? Est-ce que notre direction le maîtrise ? De là, on peut passer au niveau 2, qui est un niveau de digitalisation qu'on va appeler de pilotage ou de temps réel. Donc, comment on capte les données ? Est-ce que c'est encore papier ? Est-ce qu'on renseigne dans un système et c'est un humain derrière ? Est-ce qu'on capte les données en automatique ? Comment on contrôle nos processus, les fameux plans d'action ? Est-ce qu'on arrive directement à faire des tablettes qui sont soumises en validation des 5P, des 5 pourquoi, des analyses profondes, comment on fait la traçabilité, comment on relève les temps en production, est-ce qu'on a un MES, est-ce qu'on a de l'IoT en production ? Et là, on va aller vers un niveau 3 de digitalisation qui est un niveau un petit peu plus profond, où là, on va pouvoir regarder comment on peut faire pour avoir du big data, de l'IoT, voire même de l'IA pour les phases les plus profondes de digitalisation. Ce qu'il faut ici, pour déjà recentrer l'humain au cœur de notre digitalisation et notre stratégie de digitalisation, c'est d'émettre évidemment une stratégie en accord avec la matrice qu'on aura définie. Donc, quels sont les systèmes, quelle est la pérennité de ces systèmes-là, comment on les utilise et quelle est notre pertinence à changer si on voit qu'il y a des fractures aux différentes échelles. Favoriser évidemment le travail collaboratif. On rencontre encore trop souvent sur le terrain, malheureusement, des segments entre les services, et les services ne se parlent malheureusement pas ou très peu. Et finalement, la qualité va avoir des besoins en digitalisation, la production va avoir des besoins en digitalisation, la maintenance va avoir des besoins en digitalisation, et la seule chose, c'est qu'ils ne se partagent pas ces informations-là. Et on va retrouver des systèmes qui ne sont pas communicants les uns les autres, qui ne sont pas interfacés, des systèmes qui prennent énormément de place et qui sont très fonctionnels pour ces services-là, mais qui pourraient
en étant interfacés, favoriser un travail collaboratif, un partage de données qui est très important pour le pilotage et l'accessibilité en temps réel des informations. Et tout ça pour évidemment diminuer les non-valeurs ajoutées et faire monter en compétence les opérateurs et les collaborateurs. Donc, quelles sont les attentes en termes d'humains dans cette digitalisation-là? Évidemment, pour le pôle directionnel et généralement pour la stabilité d'un projet de digitalisation, ça va être de diminuer les coûts qu'on appelle indirects. Évidemment, on se réfère toujours dans une industrie au fait qu'une industrie, là où elle crée de la valeur, c'est quand elle crée son produit fini, qu'elle puisse vendre, évidemment, et qu'elle le vende dans les meilleures conditions coûts par rapport à ce que ça lui a coûté en production. Donc, on va essayer de diminuer les coûts indirects qu'on pourrait gérer par la digitalisation. Donc, automatiser des tâches à non-valeur ajoutée, suivre et piloter en temps réel les données pour permettre aux personnes de les analyser derrière, optimiser les coûts de revient et les marges. Évidemment, la digitalisation doit favoriser ça et doit être le centre de cette optimisation et améliorer la productivité et l'efficience de notre moyen et de nos processus. Si on regarde vraiment la partie humaine, le but de la digitalisation doit faire monter en compétence les opérateurs qui sont déjà moteurs de vos processus. Donc on va passer de traiter à analyser les données, c'est très très important. Le but, évidemment, c'est de ne plus passer du temps à venir stocker des informations et les analyser demain. Là, je suis en train de penser, et c'est souvent le cas évidemment, on se rend compte encore trop souvent dans les industries qu'il y a des personnes, des postes qui sont clés, voire même indispensables pour la gestion du système, qui viennent récupérer des données de différents secteurs, de différents systèmes. Ils viennent récupérer des données et ils vont passer 80% de leur temps à récupérer ces données-là. C'est leur poste, évidemment, c'est leur valeur de traiter ces informations. Et on va leur demander d'analyser ces données, sauf qu'ils n'ont pas le temps de le faire, puisque 80% de leur temps est généré pour analyser ces données, traiter ces analysés et les stocker dans un système. Et c'est là où on va faire monter en compétence les opérateurs et on va créer de la valeur intellectuelle à le faire. Évidemment, avant d'aller dans de l'analytique poussée, du traitement de big data, il y a évidemment une marge, mais je pense que faire monter en compétence les opérateurs entre rentrer des données d'un papier à un système Excel, voire même après d'un système Excel à un système ERP, GMAO, etc., faire monter pour avoir directement ces données, apporter son œil d'expert pour valider ces données et avoir 50, 60, 70% de son temps pour les analyser et proposer aux superviseurs, aux responsables des services, une stratégie, un plan d'action par rapport à une typologie de données qu'on aura sélectionnée, je pense que c'est là où on commence à créer de la valeur et c'est là où c'est très important et ça va faire monter en compétence la personne. Il va être forcément acteur de l'amélioration continue et de la politique d'amélioration continue qui aura été définie, puisque ça lui permettra de piloter les animations à intervalles courts, je dirais les tableaux qu'on voit régulièrement en production. C'est pareil, l'amélioration continue permet de mettre un standard et des règles pour piloter des indicateurs. Et encore une fois, j'ai souvent tendance à dire que heureusement qu'on a l'amélioration continue et les fondements de l'amélioration continue pour pouvoir définir et digitaliser demain. Mais la digitalisation doit être au service de l'amélioration continue pour réduire toutes les non-valeurs ajoutées qu'on subit sur l'amélioration continue et mettre au regard tous les pilotages, les plans d'action, les analyses profondes qu'on va générer grâce à l'amélioration continue et qu'on va pouvoir améliorer nos processus et nos procédés de fabrication. Améliorer, comme je disais, la productivité et l'efficience. Optimiser la collaboration et le partage d'informations, très important. Casser les murs qu'il y a entre les services dans l'industrie. Trop souvent, on rencontre des dirigeants qui ont envie d'aller dans la digitalisation, dans une stratégie de digitalisation. C'est diffusé, c'est compris des services, mais les services restent encore trop souvent silotés.
et il n'y a pas de communication pour définir une stratégie globale et être plus performant demain à l'aide de l'amélioration continue et à l'aide de l'intégralité des connaissances des services pour être plus productif, encore une fois, sur les procédés et la maîtrise des processus. Et puis rendre les collaborateurs acteurs des processus, que ce soit des processus qualité, des processus ISO, des processus maintenance, toujours pilotés évidemment, ou en tout cas toujours regardés par l'amélioration continue. Et ça permet aux collaborateurs d'être acteurs et de pouvoir proposer des choses et non plus juste subir une ligne conductrice et des indicateurs qui sont évidemment commentés. On remet pas en question la compréhension des collaborateurs sur les indicateurs. La seule chose, c'est qu'on va les pousser à être plus moteurs et mettre en place des compétences supplémentaires pour être acteurs de ces processus-là demain et pour pouvoir justement alimenter cette amélioration continue à tous les échelons, à tous les échelles. Et puis un point qu'on oublie aussi assez souvent, c'est être attractif grâce à la digitalisation. Alors ça va être des domaines qui peuvent être de l'attractivité, je dirais, interne, donc avec favoriser l'insertion des talents, avec des missions valorisantes, comme faire, ou en tout cas intégrer demain du data analyst, du business analyst, grâce à cette gestion de données-là. Mais ça peut être aussi optimiser sa communication et son marketing. Et là, on va parler du client. C'est vrai que souvent, je mets ce point et je mets ce point sur la table quand on parle de stratégie digitalisation avec les industriels, et ils n'ont pas notion que de la digitalisation peut aussi amener une attractivité sur un prospect. Il vient visiter votre production, il voit que vous êtes pertinent et que vous ne perdez pas de temps à mener vos standards d'amélioration continue et que on a une information claire, définie, affichée sur des écrans interactifs. Il ne faut pas négliger cette vision-là que peut avoir un futur client ou un client déjà qui voit ça en prod et qui se dit ok, ça a l'air d'être strong ce qu'il a mis en place. La digitalisation a pu l'aider à maintenir son amélioration continue et à passer un gap supplémentaire. C'est vrai que c'est un point qu'on oublie souvent parce qu'évidemment on est centré sur sa production, sur sa productivité, sur son efficience. Mais le fait de pouvoir ouvrir aussi ça et d'afficher à nos clients ou nos prospects, donc nos clients de demain, comment on gère ça, d'un regard externe, ça peut être très très valorisant et ça peut apporter de l'attractivité. Et puis supporter aussi des démarches ISO. Donc là, on sait que évidemment des démarches qualité et des démarches de certification, c'est assez récurrent et c'est quand même très chronophage. C'est des standards à mettre en place et à maintenir. Et le but, c'est évidemment de maintenir, de passer le moins de temps possible à maintenir ces démarches-là pour être acteur de ces certifications et de sa qualité. Et ça permet, encore une fois, de montrer auprès d'une personne qui va venir vérifier et valider si on continue cette démarche-là, à venir lui montrer qu'on est en effet acteur, que l'intégralité de nos collaborateurs sont acteurs de ça parce qu'ils participent au plan d'action, à l'amélioration continue et à l'ISO. Et ça permet aussi de montrer une bonne image et une bonne maîtrise de ces processus et de ces systèmes-là. Pour résumer les effets, en automatisant les tâches à faible valeur ajoutée, souvent chronophages, évidemment énergivores et contraignants pour l'opérateur, donc pour l'humain, mais aussi pour la société, puisque c'est très impactant en termes de coûts, enfin de temps et donc de coûts. Ça permet d'automatiser, ça permet d'améliorer la sécurité, ça permet de supprimer les tâches répétitives et considérées sans intérêt. Alors c'est généralement, faut faire attention au terme sans intérêt, mais c'est vrai que on n'a pas de valeur à le faire, ou en tout cas ça ne crée pas de la valeur en interne. Ça permet évidemment de maintenir un standard, mais ça ne crée pas de la valeur. Et évidemment, on va générer un gain de temps, et ce temps-là, encore une fois, ce n'est pas pour réduire un effectif, mais bien pour faire monter en compétence notre effectif actuel et être plus performant et maîtriser encore plus son système et son efficience demain. Et donc forcément, l'impact des ressources humaines est rapidement observable. Il y a un regain d'intérêt pour la mission. Donc là, on va voir des personnes qui vont avoir un intérêt dans la digitalisation. Et c'est assez, une petite anecdote, c'est assez intéressant d'ailleurs de voir les regains d'intérêt en fonction des tranches d'âge dans une société.
quand j'ai commencé ma mission de digitalisation et de stratégie de digitalisation, je me suis toujours dit, ouais, les personnes d'un âge plutôt jeune vont être ultra intéressées parce qu'ils sont nés avec, parce que voilà, maintenant on vit avec notre téléphone, on connaît, on clique sur énormément de choses, donc mettre de la digitalisation opérationnelle, ça va pas être un souci pour eux. Par contre, une personne d'un certain âge qui n'a pas forcément grandi avec un système digital, que ce soit même un téléphone, un ordinateur par exemple, lui, il va être peut-être un peu plus résistant au changement et ça va être un petit peu plus compliqué. Et en fait, finalement, en termes d'intérêt, c'est quasi l'inverse qui se passe. Je m'explique, quand on a un panel de personnes à former et à intégrer dans une stratégie de digitalisation, généralement, les personnes plutôt jeunes vont nous écouter d'une oreille parce que eux, ils considèrent ça comme acquis. Ils disent oui, oh, c'est bon, ton système, on clique sur 3 touches sur un écran tactile, c'est bon, je vais savoir y faire. Alors que la personne d'un certain âge, lui, il a un petit peu de pression, évidemment, pour gérer ça, parce qu'il se dit, je veux pas décevoir et je veux le faire, je veux bien le faire. Donc, il va vraiment écouter au centimètre près ce qui se passe. Et généralement, finalement, on se retrouve à avoir des personnes d'un certain âge bien plus autonomes vite que des personnes plutôt jeunes qui, eux, vont devoir revenir plus souvent et dire, finalement, qu'est-ce que tu m'as dit par rapport à telle ou telle chose. Et du coup, c'est assez marrant de voir le regain d'intérêt et le panel de population par rapport à ça. Et deuxième petite anecdote aussi au niveau de l'intérêt toujours pour la mission. Là, on va parler plus global de stratégie de digitalisation. Quand on mène un projet de stratégie de digitalisation, les personnes les plus difficiles en tout cas à intégrer dans une stratégie de digitalisation, c'est finalement pas le niveau opérateur, je dirais en tout cas le niveau opérationnel, mais c'est généralement le niveau supervision. Donc c'est entre la partie directionnelle et la partie opérationnelle, ce niveau-là de supervision, parce que ces superviseurs-là, c'est eux qui se sentent le plus remis en question dans leur travail. Et c'est vraiment ce niveau-là où on met notre attention. Parce que les opérateurs, ils vont comprendre très vite que pour eux, c'est un gain de temps, qu'ils n'ont plus à marquer sur une feuille. En tout cas, les intérêts, même s'ils les ont pas évidemment tous, ils le comprennent assez vite et ils vont être assez vite moteurs. La direction, c'est généralement eux qui vont mettre les piliers et qui vont définir les objectifs par rapport à la digitalisation, donc évidemment qu'ils sont moteurs là-dedans. Mais les superviseurs, ils sont un petit peu entre les deux, et c'est finalement leur travail à eux qui est le plus pointé du doigt. Et ils vont se dire, attends, mais moi j'ai passé mon temps à justement historiser ces données et à les gérer. Mais demain, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est vraiment eux où on va vraiment les accompagner dans leur montée en compétences. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment cibler. Et c'est pour ça que l'humain est vraiment au cœur de cette digitalisation-là, pour que, encore une fois, la digitalisation et la stratégie mise en place soient pérennes au sein du système. Donc, monter en compétence les opérateurs grâce aux managers, évidemment. Fidéliser des opérateurs grâce à de la digitalisation, à des outils innovants en production, en opérationnel, en directionnel, et augmenter la productivité du fait de l'amélioration de la qualité de travail et des conditions d'exécution. Pour conclure sur les effets, on recherche évidemment de la performance par le biais de l'innovation, et c'est bien l'innovation qui doit mettre l'innovation et la digitalisation qui doit permettre une meilleure performance demain. Mais encore une fois, l'humain est au cœur de cette stratégie-là et doit apporter un capital à l'entreprise, à la société de demain. C'est donc du coup essentiel de replacer l'humain au cœur de la digitalisation avec différents leviers, que ce soit sur le levier de productivité et de montée en compétence des opérateurs, mais aussi sur une partie de pérennité du système et du projet, parce que c'est eux qui vont créer de l'expérience et qui ont déjà de l'expérience sur les systèmes et sur la valeur qu'on met dans la société. Et donc c'est d'autant plus pertinent d'intégrer l'humain au cœur de la digitalisation. Je suis à l'écoute de vos questions. Merci beaucoup, Alexandra. Merci pour votre intervention. On a effectivement bien compris que vous avez beaucoup insisté sur le fait qu'on remettait vraiment l'humain au cœur du dispositif. Est-ce que si je suis un petit peu méchante, je vais vous dire, bah oui, alors
C'est possible dans les grandes industries, dans les structures dans les entreprises déjà très structurées. Est-ce que vous avez dans quelle typologie d'industrie est-ce que vous intervenez? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Alors, la typologie, elle est ultra large, je dirais. On va d'une société où ils sont 6 personnes, ils font de la métallurgie, qu'on accompagne dans leur stratégie de digitalisation, jusqu'aux grands groupes avec plusieurs usines à travers la France, voire même à travers le monde, qu'on accompagne dans leur stratégie globale. Alors évidemment, on va pas parler des mêmes leviers et des mêmes ressources, mais à partir du moment que la stratégie elle est définie et qu'on sait pourquoi on veut mettre de la digitalisation, et c'est pour ça que la stratégie de digitalisation est importante à mettre en place au début, la digitalisation elle est faite pour tout le monde. Il n'y a pas parce qu'on est moins de 50 qu'on n'est pas ciblé par la digitalisation. C'est juste une stratégie à adopter et quels sont les gros leviers qu'il faut mettre en place pour passer un gap, ça peut être, on veut être plus productif, on veut diminuer nos coûts indirects, on veut que notre marge soit plus efficiente et du coup on veut être plus structuré pour la production. Si je reprends l'exemple de la petite société qu'on suit de 6 personnes en production, typiquement, eux, l'enjeu de la digitalisation, c'était la conduite de leur projet ISO. Ils travaillent pour l'aéro, ils travaillent avec des grands groupes de l'aéro. Et eux, petits poussés, je dirais entre guillemets, il fallait qu'ils se mettent pour garder ces clients-là, qui étaient évidemment des gros et qui leur demandaient énormément de choses en termes qualité et en termes traçabilité. Ils sont arrivés un petit peu, ils étaient standards évidemment, ils avaient les documents, mais ça leur générait un travail et un standard à garder qui était énorme et colossal pour eux. Et c'est là où on a vraiment utilisé le levier de la digitalisation, parce que là où ils créent de la valeur, encore une fois, c'est quand ils produisent des choses et non quand ils font de la traçabilité ou de la gestion ISO. Et on a essayé de réduire au maximum, tout en gardant les standards évidemment. On a réduit le temps de traitement de cette qualité et de cette traçabilité pour leur laisser le temps à 6. Donc voilà, ils sont très peu. Donc évidemment, dès qu'on va demander à quelqu'un de faire quelque chose qu'il ne devait pas faire à la base, ça va impacter sur la productivité. Donc on a recentré où est-ce qu'on créait de la valeur, qui était la production, et on a essayé de réduire au maximum, grâce à la digitalisation, la gestion de la traçabilité et de l'ISO, qui était demandée d'un vision extérieure par des clients. Donc c'était tout le levier qu'on a essayé de mettre en place. Très bien. Et alors, quelques questions sur le hashtag Live Session Niort. La première question, c'est dans quelle mesure l'agence Smart Industry contribue aux effets bénéfiques sur les RH? C'est vrai que quand on rencontre un industriel, on prend pas forcément le temps de discuter et de faire le point avec la RH. C'est plus sous-entendu. Par contre, en tant que formateur officiel, nous, alors déjà, forcément, notre motto, vous l'avez compris, c'est l'humain au cœur de la digitalisation. Donc l'humain, on en parle tout le temps. Mais c'est vrai qu'on fait aussi un plan pédagogique. Parce que nous, on se doit de le faire vu qu'on est formateur officiel, et donc dans la stratégie de digitalisation, c'est quelque chose qui est demandé évidemment. Mais c'est vrai que ça pourrait être à remettre en question sur le fait d'intégrer les ressources humaines dans cette stratégie-là de manière plus concrète et pas forcément en sous-entendu uniquement par les opérateurs, par les superviseurs. C'est une très bonne remarque. Et donc, on parle beaucoup des opérateurs, et comment le management, comment l'encadrement intervient dans cette montée en compétences? Je pense que principalement, c'est en faisant confiance déjà, et c'est en rendant autonomes les opérateurs. On a trop souvent tendance à se dire voilà, faut vraiment le cadrer parce que sinon ça va un peu partir partout. Mais justement, la digitalisation, à partir du moment qu'on a, encore une fois, identifié les actions qu'on veut digitaliser, les tâches qu'on veut digitaliser, les tâches, elles sont déjà jalonnées. Dans votre processus, c'est des tâches qui sont très précises. Et finalement, c'est lui laisser l'autonomie grâce à l'amélioration continue. Encore une fois, il y a des standards qui ont été mis en place grâce à l'amélioration continue, qui fait que la digitalisation va porter les gros processus d'amélioration continue, et ça va lui permettre d'être force de proposition sur certains systèmes où avant il était
il n'était pas forcément intégré, ou en tout cas il était intégré, mais il se sentait pas forcément intégré par ça. Encore une fois, hein, l'amélioration continue impose un standard qui est juste génial dans les industries et on le voit tous les jours. La seule chose, c'est que si je prends l'exemple, par exemple, des points 5 minutes qu'on appelle, où on est généralement devant le tableau et on parle avec le responsable de ligne ou le superviseur d'atelier, et puis on va remonter ce qui s'est passé et on va faire un échange de, d'actions. Euh, mais généralement, finalement, on transmet au superviseur qui, lui, va traiter. Donc, évidemment, l'opérateur, c'est lui qui voit sur le terrain ce qui se passe. Donc, il transmet cette information et c'est très important. La seule chose, c'est que ça s'arrête là. Le superviseur, après, c'est lui qui va manager les 5 pourquoi, les plans d'action, analyse des causes profondes si besoin, grâce à l'amélioration continue et à ses standards. Là, le manager va pouvoir donner la possibilité à l'opérateur, à son niveau évidemment, de monter sur cette partie d'analyse et sur être force de proposition et commencer déjà une démarche de 5 pourquoi qu'il peut revoir avec son superviseur après. Et ça permet de collaborer et de ne plus être juste dans une transition d'information et une hiérarchisation des tâches. Très bien. Bon, eh bien, écoutez, Alexandra, on va conclure. Le temps est passé très vite. Oui. Merci beaucoup de votre intervention. Merci à vous. C'est peut-être parfois frustrant de ne pas voir de public en face de nous, mais je pense que tout le monde a apprécié votre intervention, en tout cas. Merci Et beaucoup. votre intervention qui pourra être revue d'ailleurs en replay. Merci beaucoup, Alexandra Desserre. Merci. Et à très bientôt pour notre prochain webinar. À bientôt. Merci.